L'épopée que je m'apprête à vous narrer prend racine dans le tumulte du fer et le sel des larmes d'un royaume agonisant. Imaginez un enfant de 5 ans, héritier des steppes de Numidie, dont l'horizon bascule alors qu'il n'est encore qu'à l'aube de sa vie. Nous sommes en l'an 46 avant notre ère. Sous le ciel lourd d'Afrique, le roi Juba Ier vient de rendre les armes face à l'implacable Jules César. Pour le jeune prince, le chemin vers la légende ne s'ouvre pas sur les marches d'un trône, mais derrière les barreaux d'une cage. Promené tel un trophée exotique dans la poussière de Rome, livré au regard d'une foule avide de triomphe, le petit Juba semblait condamné à s'éteindre dans l'ombre humide des prisons impériales. Mais le destin, souverain, lui réservait un autre horizon. Remarqué pour la vivacité de son esprit, l'enfant déraciné est accueilli sous l'aile d'Octavie, sœur du futur empereur Auguste. Au centre de ce monde dont Rome est le cœur, il voit sa captivité se muer en un destin d'exception. Il ne se contente pas d'apprivoiser l'alphabet des conquérants, il s'élève parmi les sages, surpassant les esprits les plus brillants de son siècle. Il grandit dans les jardins du pouvoir, frère de jeu des futurs Césars, et pourtant, sous la laine blanche de sa toge, l'écho de ses racines africaines brûle d'un éclat que nul pourpre ne saurait éteindre. De cette dualité naîtra l'étincelle qui embrasera l'histoire du Maroc antique. Auguste, désormais maître du monde, presque le fer des légions ne saurait soumettre l'âme insoumise des peuples berbères. Il lui faut un pont entre deux rives, un traducteur de monde. Son regard se pose alors sur son compagnon d'enfance, Juba. Pour couronner ce retour vers ses racines, l'empereur lui offre une alliée au nom nimbé de légende, Cléopâtre Sélénée. En elle coule le sang de la grande reine d'Égypte et de Marc-Antoine. Ensemble, ces deux orphelins de rois déchus, rescapés des tempêtes de l'histoire, reçoivent une mission prométhéenne. Transformer les terres de Maurétanie en un royaume de lumière, où la sagesse antique s'épanouira sous le soleil de l'Afrique. Lorsqu'il foule à nouveau le sol de ses ancêtres, Juba II n'est pas le visage froid d'une Rome lointaine. Il établit son sillage entre le faste de Césarée et les colonnes de la majestueuse Volubilis, blottie au pied des monts Zéroun. Là, au glaive qui soumet, il préfère le calame qui crée et le parchemin qui immortalise. Sous son souffle visionnaire, les terres marocaines se métamorphosent en un Éden pour l'Empire. Sur son ordre, des légions d'oliviers s'emparent des plaines, les changeant en une mer de reflets d'argent, tandis que s'écoule des pressoirs cet or liquide dont Rome, insatiable, fera son trésor. Mais l'esprit de Juba ne saurait se satisfaire des limites de ses jardins. Son regard d'éternel chercheur sonde l'horizon, là où la terre et l'océan gardent encore leurs secrets. En s'aventurant dans les replis sauvages de l'Atlas, il débusque une plante étrange, dont le suc laiteux recèle un pouvoir mystérieux. Par un geste de gratitude immortelle, il la nomme Forbia, offrant à son médecin le privilège de fleurir à jamais dans les traités de botanique. Puis, tournant les yeux vers l'Atlantique et les côtes indomptées d'Essaouira, il devine un trésor là où d'autres ne voient que l'écume, le murex. Dans le secret des îles purpuraires, il fait ériger des manufactures pour arracher à ce modeste coquillage son essence de pourpre. Cette teinture de feu, si rare et si précieuse, deviendra sous ses mains le sceau de la majesté, le drapé des empereurs, faisant de son royaume le teinturier du monde. Pourtant, l'âme de Juba II est une mer sans rivage que nul continent ne saurait borner. Dévoré par une soif de vérité, il arme ses navires pour défier le mar Ténébrosum, cette immensité ténébreuse où les marins croyaient jadis rencontrer la fin du monde. Franchissant les colonnes d'Hercule, ses proues fendent l'écume vers un sud nimbé de brume. À leur retour, ses capitaines murmurent des récits aux lisières du songe. Ils racontent des îles jaillies du feu des volcans, des cimes de pierre qui déchirent les nuées et des jardins de paradis flottant sur l'abîme. Juba, épris de leur splendeur, les baptise les îles fortunées. Mais dans le sillage de cette beauté, les marins ramènent un mystère, des cités de silence en ruine, et surtout, ces chiens colossaux à l'allure de fauves qui, de leur souffle sauvage, donneront pour l'éternité leur nom aux Canaries. Durant un demi-siècle, Juba II n'a pas fait peser le sceptre de la crainte, mais a rayonné par la seule force de son esprit. Roi auteur aux dizaines de manuscrits, il a remonté les méandres du Nil dans le secret de ses songes et fait du Maroc le sanctuaire sacré où la clarté de la philosophie grecque s'épousait avec la sagesse ancestrale de la terre amazigh. Lorsqu'il s'en va rejoindre l'ombre de ses pères, il laisse à l'histoire un royaume florissant, baigné de lettres et de respect. Mais au-delà de sa couronne, il lègue une ultime énigme, gravée dans les derniers feuillets de ses voyages vers l'Atlantique. Il y évoque, à demi-mot, un peuple de l'ombre, vivant sur des rivages oubliés du temps, une civilisation lointaine, suspendue au-dessus de l'abîme, et dont le sang secret semblait pourtant battre au même rythme que le sien. Prochain voyage, nous franchirons les frontières du monde connu pour aller à la rencontre du peuple oublié des Canaries, les Guanches.